Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus pour cette première session donc, d'un tout nouveau ciné-club. Je voudrais vous présenter et vous laisser entre les mains de Frédéric Mercier, ici présent, qui va inaugurer tout un cycle qu'il a construit lui-même. On est vraiment dans un mode carte blanche. Voilà, j'ai choisi Frédéric pour sa passion et sa faculté à la transmettre, et je lui ai laissé construire l'intégralité de l'année en thématique et en choix de film. Donc il va vous expliquer comment ça va se passer au fur et à mesure des trimestres. Et puis j'espère que tout ira bien. Frédéric est un tout petit peu stressé, mais ça va aller. C'est un habitué des plateaux télé. Donc c'est pas vous qui allez lui faire peur. Frédéric ? Oui, c'est pas sûr ça. Bonjour. Moi je me mets en bas parce que... Allô, oui. Bonjour. Je suis enchanté d'être là, nerveux effectivement. C'est la première séance d'un ciné-club. Vraiment, il faut que je remercie Nicolas parce qu'il me donne un peu l'opportunité de réaliser un rêve de môme. Je pense que quand on est un peu cinéphile, avoir une carte blanche pendant un an dans une salle de cinéma, de pouvoir montrer des belles copies de films qu'on adore, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de pouvoir faire, et j'espère qu'on va pouvoir discuter. Je vais simplement vous dire 2-3 mots sur le ciné-club et la façon dont j'aimerais bien que ça puisse se dérouler. L'idée, c'est un club. Ciné-club. Club, ça veut dire que nous sommes un petit groupe là aujourd'hui de gens avec qui j'espère que nous allons pouvoir discuter, échanger. Je suis pas là pour faire un cours magistral sur ces films-là. Tous les films de l'année sont des films que j'aime profondément. Il y a même, je dirais, mes films préférés qui sont dans ce ciné-club. Comme vous avez peut-être déjà pu le voir, il va y avoir 3 cycles au cours de l'année. Un dimanche par mois, un premier cycle donc celui-ci, avec lequel on inaugure ce ciné-club qui est consacré aux écrivains du 7e art. Les écrivains du 7e art, j'ai choisi ce titre car c'est le titre d'un livre que j'ai écrit qui est sorti il y a quelques mois. Et ce sera le sujet, on va dire, surtout de la conférence dans un mois, où je vais vous parler des liens avec le cinéma de certains écrivains français. Mais je ne vais pas revenir sur des écrivains dont on sait souvent le lien qu'ils ont entretenu avec le cinéma, comme Pagnol, comme Guitry, comme Duras, comme Rob Grillet. Je vais venir peut-être sur des écrivains, on ignore peut-être qu'ils ont fait des films, comme Malraux, comme Giono, comme Julien Green, comme Michel Houellebecq. Et on va essayer d'explorer un petit peu ce lien, et on en parlera dans la conférence dans un mois. Il y a 2 films dans ce cycle. Le premier, donc, c'est Lettres d'une inconnue. Je vais vous en parler longuement tout à l'heure. J'espère qu'on pourra dialoguer sur ce film. J'espère que vous avez sorti vos Kleenex, parce que c'est un film qui généralement provoque pas mal de larmes, surtout chez les spectatrices. J'ai remarqué ça, mais je dis pas ça. Voilà. Troisième partie du cycle, je montrerai un film qui s'appelle Dressé pour tuer, dernier film de Samuel Fuller, qui est tiré de Romain Gary. Alors ce sera évidemment l'occasion de parler du film, de parler de Samuel Fuller. J'espère d'ailleurs qu'un ami un grand admirateur de Fuller viendra vous parler un peu de Fuller. Mais ce sera aussi l'occasion pour moi de vous parler des liens vraiment méconnus de Gary avec le cinéma. Puisque Gary a écrit des livres qui ont été adaptés, il a participé à des scénarios, mais il a également réalisé des films qui sont aujourd'hui totalement méconnus parce qu'invisibles. Voilà. Il y aura un deuxième cycle au cours de ce ciné-club. Ce deuxième cycle sera consacré à ce que j'ai appelé Hollywood entre 2 âges d'or. Alors c'est un peu brumeux comme ça. Mais en fait, on s'intéresse souvent au grand âge d'or hollywoodien, on va dire des années 40, des années 50, début des années 50, des années 30 aussi, ou à l'autre âge d'or qui serait le nouvel Hollywood dans les années 70, vous savez, où ont émergé Spielberg, Lucas, De Palma, tous ces cinéastes-là, Coppola. Et moi, je me suis intéressé vraiment à la période entre les deux. Ça veut dire au moment où on est passé d'un système à un autre. Et on va pour cela regarder 2 films, un premier de Stanley Donen, Indiscret, puis un film de Jerry Lewis, où on va essayer de voir ensemble un petit peu comment Hollywood s'est mis un petit peu à évoluer, ou pas, dans ses lignes esthétiques, dans sa façon de raconter des histoires, dans sa façon d'expérimenter parfois des procédés narratifs ou visuels. Troisième cycle, c'est celui qui, pour moi, finira en beauté, je dirais, c'est le plus important. J'ai appelé ça Western Do et Nouveaux Indiens. Je vais vous montrer tout simplement deux films préférés, Rivière sans retour de Top Preminger et La captive aux yeux clairs d'Howard Hawks, qui sont des films évidemment,
on va s'intéresser un petit peu à la représentation de l'Indien au cinéma, cette grande question du western, hein, comment les Indiens ont-ils été représentés, mais également on va voir des films qui sont assez curieux parce qu'à travers cette question de la représentation, ils se sont mis également aussi à faire un peu évoluer le genre, ou dans des directions parfois très singulières et très discutées. Il y a quelque chose qui lie tous ces films, c'est que ce sont des films dans l'ensemble qui ne sont pas forcément les plus célèbres de leurs réalisateurs, qui sont souvent encore très discutés. Et j'espère que le Ciné Club nous permettra de nous faire un avis un petit peu sur la place que ces films occupent dans l'histoire du cinéma. Voilà, donc comme je disais à Nicolas, je vais essayer de faire venir pendant l'année peut-être des amis, peut-être même un musicien, j'en sais rien, des gens qui vont venir animer ce ciné-club pour le rendre un peu plus ludique. Comme je vous disais, je ne veux pas du tout d'un cours magistral, je suis pas là pour enseigner quoi que ce soit, je suis là pour discuter des films et je pense que le cinéma a encore cette vertu de provoquer toujours de la discussion, des avis chez tout le monde, chez les plus jeunes spectateurs, parce que j'ai vu qu'il y avait des enfants qui étaient là, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va regarder Lettre d'une inconnue de Max Ophuls. Alors, dans ce cycle sur les écrivains du 7e art, c'est très bien de commencer par Lettre d'une inconnue, car je vais pouvoir vous parler tout à l'heure des problèmes d'adaptation. Parce que vous savez, c'est une nouvelle de Stefan Zweig qui a été écrite en 1922. Et Ophuls a adapté cette nouvelle avec des procédés qui sont un petit peu étranges par rapport à la nouvelle. Et en fait, en comparant un petit peu la nouvelle à l'adaptation d'Ophuls, on pourra peut-être essayer de dessiner ensemble ou de comprendre le geste d'Ophuls, sa manière de concevoir un film, mais également de concevoir, je dirais, son style. C'est un cinéaste européen dans la logique des grands studios hollywoodiens. Donc c'est un film de 1948 tiré d'une nouvelle de Zweig, je me répète, mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que, vous savez, Ophuls a été un cinéaste très adulé dans les années 30, en Europe. Ça a été un metteur en scène de théâtre, je veux dire, c'était un jeune prodige. Je dis ça parce qu'on parle de jeune prodige dans Lettre d'une inconnue, et on pourra se demander, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas du Ophuls dans le personnage de Stéphane. Vous savez qu'il a été le plus jeune metteur en scène de théâtre à aller dans les plus prestigieuses salles, à mettre en scène dans les plus prestigieuses salles de théâtre en Europe. Par exemple, le Brandtheater à Vienne, il avait 23 ans quand il a commencé à mettre en scène des pièces de théâtre. En 7 ans, il a mis en scène 150 pièces de théâtre. Donc Ophuls était vraiment quelqu'un d'extrêmement adulé. Il est arrivé dans les années 30, évidemment, il a fui le nazisme au lendemain de l'incendie du Reichstag, comme beaucoup de cinéastes qui ont fui d'origine allemande qui ont fui au lendemain de l'incendie du Reichstag en Europe. Il est venu en France, il s'est naturalisé d'ailleurs. Il va réaliser certains films et ensuite il va émigrer aux États-Unis. Et ce qui est important pour ce film peut-être à comprendre, c'est que Ophuls, bien qu'il était en France et en Europe une star, il a aussi réalisé des films en Italie, en Hollande, aux États-Unis, il va avoir quasiment 6 ans de chômage. On ne sait pas qui il est aux États-Unis, il n'est pas reconnu. Et bien qu'il ait des amis qui ont déjà émigré comme lui, qui sont déjà là-bas, il ne va pas réussir à retrouver du travail pendant des années et des années. Il va d'abord réaliser un premier film au bout de ces années de chômage, où vraiment il ne fait rien. Il y a une anecdote que j'adore. Ophuls, un jour, est invité par Harry Cohn, grand patron de studio, qui lui dit « Viens dans mon bureau, j'ai quelque chose à te proposer ». Et en fait, Ophuls accourt, il se dit « Enfin, j'ai du travail ». Et Harry Cohn, qui a la réputation d'avoir été le plus salopard de tous les nababs, on disait que c'était une ordure finie, lui sort un coffre et lui montre $1 million. Et il dit « Tiens, regarde, c'est le premier $1 million que j'ai gagné quand je suis arrivé à Hollywood. C'est tout, je voulais juste te le montrer ». Et Ophuls repart chez lui. Et il va attendre, il va réaliser un premier film grâce à Douglas Fairbanks Jr., le fils de Douglas Fairbanks, qui s'appelle L'Exilé. Deuxième film, Lettre d'une inconnue, qui est un projet évidemment plus personnel dans la mesure où, si ce n'est pas un projet que Ophuls a porté depuis le début, Ophuls avait mis en scène déjà au théâtre Stefan Zweig, il connaissait Stefan Zweig. D'ailleurs, il a croisé la route de Zweig en 1942, quand il est arrivé aux États-Unis, au moment où Zweig allait émigrer au Brésil et où il allait se suicider quelques mois plus tard avec son épouse. Voilà, donc on pourrait dire que Lettre d'une inconnue est un peu le retour en Europe de Max Ophuls. Je vous souhaite un bon film et à tout à l'heure. Dans la nouvelle, il y a un rapport très sensuel de l'héroïne à Stéphane. Alors d'abord, première chose, ils n'ont pas de nom dans la nouvelle. C'est la première petit changement par rapport à la nouvelle de Zweig. Il s'appelle Stéphane, elle s'appelle Lisa. Ils n'ont pas de nom dans la nouvelle, ils n'en ont pas.
Autre gros changement par rapport à la nouvelle, le prologue et l'épilogue. L'épilogue qui est, vous en jugerez, mais je pense assez moral. Enfin, disons, il y a une morale qui se joue à la fin, puisque Stéphane accepte d'aller combattre, d'aller à ce duel au petit matin avec le mari de Lisa, ce qui n'existait pas du tout dans la nouvelle. Simplement, il rentrait chez lui, il n'y avait pas de duel, il ne devait pas se battre, il n'avait pas d'ailleurs prévu de ne pas aller à ce duel dans le prologue du film. Et puis, il lisait cette lettre, et à la fin, il se rendait compte qu'il n'y avait pas de fleurs dans son vase, alors que Lisa, durant toutes ces années, durant les 18 ans qui séparent leur rencontre, de leur séparation, de la dernière rencontre, elle lui envoyait chaque fois à son anniversaire une rose blanche. Et à la fin, il se rend compte qu'il n'y a pas de rose cette année-là dans son vase, et il y a un souffle d'air frais qui passe comme ça, comme si la mort était déjà en train de l'envahir, comme si sa vie était déjà finie. Je vous disais, problème de censure, c'est effectivement, Lisa parle beaucoup dans la nouvelle de son rapport très sensuel à Stéphane. Elle explique qu'elle est une petite fille au début, qu'elle ignore tout de cette passion, elle est simplement fascinée par cet homme qui lui ouvre peut-être un monde qu'elle ignore, un monde qu'elle ne connaît pas. Et puis, à mesure qu'elle grandit, s'éveille en elle une passion amoureuse, quelque chose de plus physique, et elle va se donner à lui. Changement d'ailleurs par rapport à Lisa qui est très important, c'est que dans le film, et évidemment on peut penser que le scénario, le code de censure a joué là-dedans, Lisa ne se marie pas. Là, vous avez vu, elle a trouvé un époux pour pouvoir offrir un cadre de vie plus facile à son fils. Or, dans la nouvelle, elle devient peut-être, on pourrait dire, une courtisane. Ça veut dire elle s'offre à des hommes qui, de façon épisodique, peuvent l'aider à vivre beaucoup mieux. Et donc il y a un angle, je dirais, plus social peut-être, qui est abordé dans la nouvelle. Et il y a un autre rapport encore dans la nouvelle qui n'est pas du tout dans le film, c'est ce qui a trait à l'accouchement. Quand elle va donc enfanter, et elle va dans une clinique, et il y a des pages absolument terribles dans cette nouvelle quand même de 1922, où elle parle de la manière dont les médecins mettent leurs mains sur son corps, dont les médecins finalement abusent de leur pouvoir pour pouvoir tripoter une femme, enfin pour pouvoir abuser de leur pouvoir médical sur cette femme. Quelque chose qui évidemment n'est pas dans le film, puisque tout ce qui a trait, vous avez vu, à l'enfant est beaucoup plus subtil et beaucoup plus doux, je dirais dans le film d'Ophuls. Autre chose, je vous parlais des collaborateurs encore du film, je reviens un petit peu à ça. Le scénariste du film, c'est Howard Koch. Howard Koch, c'est le scénariste de Casablanca. Et Howard Koch avait dit à Haussmann et à Dosier qu'il ne voulait pas adapter cette nouvelle si ce n'était pas Max Ophuls qui s'en emparait et qui le réalise. Vous avez, chef décorateur dans le film, vous avez un type qui s'appelle Gonitzen. Gonitzen, c'est un des plus grands chefs opérateurs américains pendant une quarantaine d'années. Il va travailler à Hollywood et il a été en particulier le chef décorateur des mélodrames, je ne sais pas si vous en avez vu certains, de Douglas Sirk. Et puis voilà pour le casting du film. Et donc vous avez John Fontaine, que vous connaissez, que vous avez sans doute peut-être vu déjà dans Soupçon d'Hitchcock, dans Rebecca d'Hitchcock, qui est décédé il y a très peu de temps. Et Louis Jourdan, qui est vraiment le jeune premier, qui n'avait pas encore fait carrière et qui arrive à ce moment-là à Hollywood, et que le film va un petit peu révéler, et qu'on reverra bien sûr dans des films hollywoodiens plus tardivement, et par exemple dans Gigi de Minelli, ou dans un merveilleux épisode de Columbo dans les années 70, que j'adore, qu'il faut absolument voir, de Jonathan Demme, où il joue un critique culinaire. Voilà. Donc voilà, c'est déjà simplement pour recontextualiser. Le film, quand il est sorti, n'a pas eu beaucoup de succès. On lui a reproché, en particulier aux États-Unis, d'être trop européen. Il a été apprécié en Angleterre, il a bien marché, et en France, il a été très critiqué. Et il faut savoir que Ophuls, même si Ophuls a été une grande star dans les années, enfin une grande star, une personnalité très célèbre du monde du spectacle dans les années 30, et à la fin des années 20 en Europe, c'est un cinéaste qui a été toujours assez mal accueilli par la critique. Et on connaît l'histoire, vous la connaissez peut-être, de son dernier film, Lola Montez, qui a été vraiment éreinté par toute la critique, et la rumeur, l'histoire du cinéma, la légende, dit toujours qu'Ophuls ne s'est jamais remis de l'échec de Lola Montez. Et on a toujours reproché à Ophuls d'être un cinéaste trop décoratif, trop baroque, finalement d'être un cinéaste qui en fait un peu trop, d'être un peu trop virtuose. Et vous savez que c'était le cinéaste préféré de Stanley Kubrick. Kubrick adorait
adorait les ornementations de Ophuls, adorait ce style baroque, ce style très voyant qu'on peut remarquer dans le film. Et moi, ce qui m'intéresse dans Lettre d'une inconnue, c'est que justement, ce style baroque qu'on a souvent associé à Ophuls, je ne trouve pas très voyant. Je trouve qu'ils se font très bien dans la logique des studios américains. Et le film est construit quand même de façon assez curieuse. Il y a, dans la plupart des séquences du film, des plans-séquences. Alors je pense tout le monde sait ce que c'est qu'un plan-séquence. C'est un plan, il n'y a pas de plan de coupe, c'est un plan en continu. Et ce sont des plans qui sont souvent très compliqués à réaliser, parce qu'il faut évidemment tout minuter. Il faut souvent dans un système de studio, que le décor soit mobile. Il faut que tous les acteurs soient placés au bon endroit quand la caméra passe. Il faut une grande mobilité, il faut une grue. Et Ophuls réalise énormément de plans séquences, et je ne sais pas si vous les aviez marqués dans le film. Moi, la première fois que j'ai vu Lettre d'une inconnue, je les ai absolument pas vus. Et je crois que c'est vraiment des beautés du film, c'est que s'il y a des coups de force techniques comme ça, je trouve qu'ils sont... Je dirais que la narration de l'histoire, la façon dont les acteurs prennent en main leurs personnages, nous permettent de ne jamais être embêtés, je dirais, par l'ornementation cinématographique du film. Et en ça, il se rapproche vraiment d'un cinéaste aussi germanique, qui est Otto Preminger, dont on ne marque jamais les plans séquences, et pourtant il y en a dans tous ses films. Voilà, alors peut-être que après vous avez peut-être un petit peu envie de discuter des personnages. Il y a une chose qui est très importante entre la nouvelle, et j'avais apporté la nouvelle pour vous lire des passages, je vous lirai peut-être des passages pour que vous voyez un petit peu la différence de ton, mais il y a une chose qui est très différente dans la nouvelle, c'est que évidemment on est à l'intérieur d'une lettre, d'un récit raconté par cette Lisa, mais on ne sait rien de Stéphane. Et il me semble qu'à la fin du film, on ne sait même plus si c'est le film de Stéphane ou de Lisa, parce qu'on a appris autant sur lui. On a appris sur cette vie gâchée, cette vie qu'il a passée, on va dire, à préférer les jeunes femmes, les rencontres amoureuses, les cocottes, plutôt que de travailler sa musique. Et on sent d'ailleurs que Stéphane a une conscience très tôt, soit de sa médiocrité, soit de son impossibilité à aller au bout de son art. Et c'est quelque chose qui est totalement absent de la nouvelle. Stéphane est un personnage vu à travers les yeux de Lisa comme un homme léger, mais on n'en saura jamais plus. Et donc ce film, qui est la lettre d'une inconnue, est aussi, il me semble, le film de cet homme et de sa vie. Alors peut-être quelqu'un a quelque chose à dire, ça sera plus simple pour passer plus en profondeur. Mais... Des dames peut-être. Est-ce que vous avez été touché par le film? Oui? Madame? Ça vous a ému? Ah! Non. Mais c'est vrai que c'est un film qui est très touchant, et surtout par rapport à la façon dont l'amour est traité. Quand on regarde les films d'amour d'aujourd'hui, c'est très différent, et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé le film. Vous dites que l'amour est traité différemment? Ouais, par rapport aux films modernes, les films qu'on voit aujourd'hui, je trouve que ça nous plonge dans une époque complètement différente. Voir dans les films que je voyais dans mon enfance, j'avais un peu oublié comment on aimait autrefois. Enfin, on nous montrait les films d'amour d'autrefois. Et c'est vrai que ça m'a touchée. Mais du coup, j'ai pas pleuré. Comme si, finalement, il y avait une espèce de distance? Oui, qu'on a prise aujourd'hui, et du coup, on ressent les choses différemment. Oui, c'est intéressant. Oui, il se trouve que l'histoire d'amour est quand même très particulière. C'est rare de voir un amour total comme ça, absolu, depuis la naissance, un amour qui est aussi absolu que celui-ci. Je veux dire, elle va sacrifier sa vie pour son amour. Elle donne tout à son amour. Et elle a totalement conscience je dirais, presque de son destin gâché par cet amour. Enfin, elle va perdre beaucoup. C'est peut-être quelque chose qu'on voit moins. Ce qui est intéressant avec le personnage de Lisa, et son mari lui dit à un moment donné dans la calèche, vous savez, il lui pose un problème moral, il lui dit mais c'est une question de volonté, tu dois savoir ce que tu dois faire pour ta famille, tu dois savoir ce qui est important, et tu dois savoir si tu peux résister ou pas à ta passion. Et elle lui dit mais je ne peux pas y résister, et il lui répond mais ça ce sont des absurdités romantiques. Et je crois que c'est une
question qui est posée dans le film, est-ce que Lisa est une véritable héroïne romantique ou est-ce plus compliqué que ça Enfin, moi j'ai des réponses, j'ai mes avis là-dessus, mais peut-être quelqu'un d'autre. Et vous, mesdemoiselles, vous n'avez pas vu le début? Oui, je vous disais, Ophuls, c'est un cinéaste qui est réputé pour ses ornementations, pour sa mise en scène souvent qu'on a qualifiée de baroque. Et il y a énormément de mouvements de caméra, je vous disais dans le film, ça n'arrête pas. Ophuls, qui vient du théâtre, disait, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de retrouver le théâtre et de lui donner le mouvement de la vie, lui donner énormément de mouvement. Et c'est pour ça que c'est un film où j'ai l'impression vraiment qu'on sent le temps qui passe à travers cette caméra. Et si vous regardez par exemple à la fin, quand on revoit le flashback du film où il revoit les scènes qu'il a vécues avec Lisa, vous voyez une espèce de volute de fumée qui tourne dans le sens des aiguilles du montre, qui montre bien qu'aussi que le temps est passé, qu'il est irrémédiable et qu'il ne pourra pas revenir, qu'il ne pourra évidemment pas revenir en arrière. Il y a une différence entre la nouvelle et le film qui me paraît importante. Je vous disais, on est plus centré, enfin on est centré. On s'intéresse au personnage de Stephen, ce qui n'était pas du tout le cas du personnage dans la nouvelle, d'ailleurs qui était un romancier, qui n'était pas un pianiste. Et je crois que la musique a son importance aussi dans le film. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et je pense qu'il y a une dimension spirituelle qui est très forte dans le film. Il y a quand même cette scène qui est très curieuse à la fin, où il se revoit, évidemment, il ne la reconnaît pas, mais il a l'impression de la connaître. On a l'impression que quelque chose les lie totalement, ces deux personnages, de façon, voilà, comme un destin croisé, quelque chose. Elle pourrait être sa muse. Elle est peut-être cette muse qu'il a cherchée toute sa vie et qui fait qu'il a loupé sa vie parce qu'il ne l'a jamais reconnue, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans l'instant présent, qui est toujours, il le dit, je veux toujours aller voir ailleurs, je veux toujours aller voir ailleurs. Et il me semble qu'il y a une dimension spirituelle qui était totalement absente de la nouvelle. Une dimension spirituelle d'ailleurs qui est toujours ponctuée chez Ophuls par des petits détails. Vous remarquerez quand même que la première fois qu'elle est vue dans la rue par Stéphane, et à la fin, quand elle part de chez lui et qu'elle a eu cette cruelle désillusion qu'il ne l'ait pas reconnue, elle passe à chaque fois devant la statue de la Vierge. Il y a comme ça toujours chez Ophuls des détails qui viennent ponctuer les choses. Ce qui moi m'intéresse par exemple dans ce film, c'est que c'est une lettre. C'est un genre, le film épistolaire. Alors d'abord, je me suis toujours demandé, ça va vous paraître une question, j'imagine vous allez vous dire, mais non, c'est pas une bonne question, mais pourquoi on entend sa voix à elle? Moi, si je faisais un film et que j'avais un narrateur, j'avais un type qui était en train de lire une lettre, j'entendrais sa voix à lui, puisque lui ne la connaît pas, lui ne l'a jamais entendue, lui ne se rappelle pas d'elle. Pourquoi c'est sa voix à elle? Et je me suis toujours demandé si ce film, qui est toujours ponctué, je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque séquence, sont saisies les unes par rapport aux autres dans des fondus enchaînés. Le fondu enchaîné, c'est une technique qu'on utilise au cinéma généralement pour passer du rêve à la réalité. Quand on veut passer dans la rêverie, quand on veut passer dans le rêve, on utilise le fondu enchaîné. Et je me suis toujours demandé si ce film, c'était effectivement ce qu'on voit, un homme qui rentre chez lui et qui lit la lettre d'une femme inconnue qui lui parle de son amour, ou si c'était autre chose, comme le rêve de Lisa, qui imaginerait qu'elle est écrivant cette lettre à Stéphane et imaginant sa réaction. Et à la fin, il va se sacrifier par honneur pour elle. À la fin, il va se battre avec son mari et il agit enfin pour elle. Et il y a comme ça dans ce film qui paraît très classique, très linéaire, enfin non, pas linéaire, pas le terme, mais qui paraît très classique, il y a plein de ponctuations très étranges dans le film, des choses qui font que peut-être l'émotion est un peu parasitée par ces ponctuations étranges. Il y a d'abord cette voix de Lisa, je vous disais. Si on est dans le point de vue de Lisa, par exemple, il y a des choses qu'elle ne peut pas avoir vues. Comment aurait-elle pu voir, par exemple, quand elle va chez Stéphane à la fin du film, que son mari est dans la calèche? Si on est vraiment dans le point de vue de Lisa, elle ne peut pas avoir vu son mari dans la calèche. Quand elle est à Linz, vous vous rappelez, où elle doit épouser ce jeune soldat dans cette ville de garnison, elle passe devant ses parents, elle se promène, et on entend constamment les réflexions des parents qui sont en train de parler de ce mariage arrangé. Encore une fois, ce sont des choses que Lisa n'aurait pas pu entendre. Et si Lisa n'était pas en train de rêver à tous ces instants de cette vie, si elle n'était pas en train de se rêver en héroïne sainte et romantique, en train d'écrire cette lettre à cet homme qui ne l'a pas vue,
et qui lui-même, à la fin, se rappellerait enfin d'elle, la verrait enfin pour la première fois, car c'est le drame du film, jamais il ne la voit, et qui à la fin se sacrifie pour elle. Et j'ai toujours bien aimé cette interprétation du film, mais c'en est une. Mais peut-être vous en avez d'autres, je ne sais pas, d'autres pistes d'interprétation. Autre chose par rapport au décor, c'est aussi quelque chose, je vous disais qu'Ophuls c'était un cinéaste qui en faisait des tonnes, qui en faisait beaucoup. Il me semble qu'au début du film, il y a une certaine frénésie. Une frénésie que je dirais qui est au diapason de l'espièglerie d'une enfant. Une enfant comme ça, amoureuse, qui se découvre un monde inconnu. Et vous la voyez, Lisa, elle passe dans les décors, elle est toujours dans l'embrasure des portes, elle se faufile d'un endroit à l'autre, elle va très très vite. Et il me semble que le film, à mesure qu'il avance, il va vers plus de mélancolie, il s'assombrit. Le film devient très nocturne, en fait. C'est quand même un film qui se passe essentiellement dans la nuit. Et il me semble qu'il y a une espèce de raréfaction. Les plans, il y a de moins en moins de choses dans les plans. Même les séquences les plus extraordinaires du film, comme par exemple quand ils vont au Prater, scène qui n'existe pas dans la nouvelle, quand ils vont au jardin, vous savez, pour leur nuit d'amour, il y a quasiment personne, vous voyez, dans les rues de Vienne la nuit. Ils sont tout seuls, comme s'ils étaient dans un monde imaginaire, dans ce rêve, dans cette rêverie dont je vous parlais il y a très très peu. Autre chose qui appartient totalement à Ophuls, c'est le rapport, donc je vous disais, au théâtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le film est scandé par plusieurs chapitres, on pourrait dire comme plusieurs actes, qui sont vraiment le début, l'innocence de l'enfance, rencontrant cet homme, puis soudain elle va le revoir, puis il va y avoir une nuit avec lui, puis l'histoire de l'enfant. Et à la plupart des actes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça se passe avec des ouvertures, avec des rideaux. Vous avez des rideaux de théâtre. Alors ça, c'est quelque chose que vous retrouverez partout dans le cinéma d'Ophuls, et en particulier dans ses films quand il va revenir en France quelques années après Lettre d'une inconnue, où il va réaliser ces chefs-d'œuvre que sont La Ronde, Madame II, Le Plaisir et Lola Montès. Le monde est un théâtre. Quand vous la voyez au début, vous la voyez quand elle va travailler chez Madame Spitzer, vous savez, où elle montre ses robes. À chaque fois, elle est dans une cabine, et puis le rideau s'ouvre, Madame Spitzer rentre sur scène, presque, ou elle rentre sur scène. Et ces petits détails dont je vous parlais tout à l'heure, comme ces ouvertures avec les rideaux, c'est toujours des manières pour Ophuls de ponctuer, comme un écrivain, la narration du film de ses propres appréciations. Comme un écrivain raconterait quelque chose et puis, vous savez, ponctuerait un petit peu de sa propre remarque. Et il y a ça constamment dans le film. Et j'en pense par exemple à cette scène qui est absolument ophulsienne, où elle est dans ce cabinet particulier avec Stéphane, durant cette nuit qu'ils vont passer, cette nuit d'amour, de rêve qu'elle vit avec lui. Elle est dans ce cabinet particulier, il l'embobine, il lui parle d'Omar, bon, voilà, il la séduit. Et puis vous avez le rideau au premier plan. Et c'est un plan assez curieux, parce que nous, on comprend quand le rideau est refermé qu'on est vraiment dans un cabinet particulier. Et qui est-ce qu'on amène dans un cabinet particulier en 1900 à Vienne? On emmène une cocotte. Et elle, qui à ce moment-là se croit l'objet d'amour de cet homme, qui vit effectivement un rêve extraordinaire avec l'homme qu'elle désire depuis toujours, eh bien, Ophuls quand même remet ce rideau et nous rappelle quand même, simplement par ce détail, que peut-être à ce moment-là, elle n'est qu'une femme parmi tant d'autres et peut-être une cocotte pour Stéphane. La nouvelle va d'ailleurs beaucoup plus loin à la fin, puisque lors de la dernière rencontre, quand elle le revoit et qu'il ne se rappelle pas d'elle, il lui glisse même de l'argent dans la robe. C'est l'ultime affront, évidemment, fait à leur amour. Peut-être quelque chose. Monsieur, je vous vois. Bonjour. C'est pas très important, mais j'ai été frappé par le jeu très corseté des deux acteurs principaux. On sent que Monsieur Ophuls ne leur laissait pas beaucoup d'espace. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas extrêmement. Oui, il n'y a pas d'abattage. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'abattage. Mais c'est amusant parce que je suis d'accord, c'est vrai. Mais moi, je les trouve en fait très au diapason du film. Je vous parlais tout à l'heure du rapport à la musique. Je vous parlais du mouvement, de la vie dans la mise en scène d'Ophuls. Et je trouve que malgré les petits partis pris réalistes du film, malgré ces petites ponctuations
qui sont très cruelles dans le film, il me semble qu'il y a une forme de douceur qui est un peu en harmonie avec la musique et qui forme un ensemble. Et je trouve que le jeu est très au diapason de cette mise en scène, si vous voulez, du reste. Alors Joan Fontaine n'a jamais été une actrice extrêmement, je veux dire, c'est pas Fabrice Lucchini, hein, c'est pas, c'est une actrice assez discrète. Moi, il y a des films où je la trouve assez exaspérante. Elle joue beaucoup de ses yeux. Mais là, je trouve qu'elle vieillit bien avec son personnage. Il y a quand même des moments où elle a simplement un jeu de regard et on a l'impression que cette jeune égérie amoureuse, cette jeune fille amoureuse, elle devient presque maternante à la fin. Vous voyez, elle est devenue plus femme quand même. Il y a quelque chose dans sa voix qui se rehausse un petit peu à ce moment-là. Elle reprend un petit peu de son personnage. Louis Jourdan n'a pas un personnage qui n'est pas très sympathique tout au long du film. C'est quelqu'un de très superficiel, en fait. C'est quelqu'un de très superficiel, c'est quelqu'un qui passe complètement à côté de sa vie et qui est, malgré sa légèreté dans l'existence, qui est rongé par une mélancolie, par une conscience de sa médiocrité, qui en fait un personnage aussi éteint que léger. Vous voyez, je trouve qu'ils sont plutôt... oui, c'est vrai, ils sont sobres. Ils sont sobres, mais le film l'est d'une certaine façon, je trouve aussi. Voilà, mais... je vous parlais de petites choses comme ça chez Ophuls, ce qui fait qu'à mon avis, le film gagne en plus en puissance quand on le revoit. Vous avez remarqué sans doute la symétrie parfois des scènes, des situations. Je vous parlais de ponctuation encore, que je trouve extraordinaire dans le film. Il y a ce moment, par exemple, vous savez, où Lisa monte en haut de l'escalier. Elle doit partir à Linz avec sa mère. Et puis elle décide d'aller le voir et lui dire en fait « je t'aime, je t'aime ». Et elle monte dans l'escalier parce qu'il n'est pas là et elle décide de l'attendre. Dans la nuit, Stéphane arrive et il est avec une fille. On entend juste les rires, on ne voit pas le visage de la fille. C'est une fille parmi tant d'autres. Ok, c'est une fille parmi tant d'autres. Et puis, vous la reverrez après la nuit passée au parc. Elle revient à ce moment-là, c'est elle qui va dans la chambre de Stéphane, c'est elle qui va avoir une nuit d'amour avec elle, et l'angle est exactement le même. Et vous voyez la petite ponctuation d'Ophuls à ce moment-là, qui, je dirais, fait la différence entre le rêve et la réalité. Elle était dans un rêve, elle était dans une rêverie, elle était en train de vivre cette nuit où il a joué du piano pour elle, comme elle en avait toujours rêvé. Et en fait, Ophuls, en plaçant sa caméra en hauteur et en plongée à ce moment-là, nous rappelle qu'elle n'est qu'une fille parmi tant d'autres, et qu'elle n'est pas du tout cette égérie ou cette muse ou cette âme sœur qu'elle aurait aimé être. Ça, c'est des choses que... Voilà, c'est des petites choses pour comprendre je pense, ce cinéma. Mais... Oui, bonjour, j'ai une question. Est-ce que dans la nouvelle, c'est aussi flou par rapport à ce qui se passe une fois qu'il part à la Scala ? En fait, on a l'accouchement, mais elle ne le recontacte pas du tout pour... Non. Alors, c'est plus explicite, évidemment, dans la nouvelle. En fait, elle part, elle va être enceinte, elle va accoucher dans des conditions sordides, et elle explique pendant de très nombreuses pages pourquoi elle ne le recontacte pas. C'est-à-dire que dans la nouvelle, on comprend que c'est sa volonté de ne pas contacter Stéphane parce que elle lui dit dans la nouvelle, alors bon, je ne parle pas comme Zweig écrit, mais elle lui écrit tu es trop léger, tu n'aurais pas aimé les responsabilités, tu n'aurais pas aimé que je te demande de t'occuper d'un enfant, peut-être que tu m'aurais même haï en pensant que je t'imposais un enfant qui n'était peut-être pas le tien, donc je ne veux pas te déranger, je ne veux pas t'ennuyer, donc j'ai décidé d'élever cet enfant tout seul et de trouver à ce moment-là des hommes, au passage, qui me permettront de l'élever au mieux. Symétrie encore évidemment totalement désolante dans le film, qui est le train. Qui est comme, avec à chaque fois cette annotation qui revient, 2 weeks, 2 semaines. La première fois, elle perd cet amour qu'elle pensait avoir touché, enfin, et peut-être que c'est le basculement véritablement de son destin. Et évidemment, c'est la mort de l'enfant. Et là encore, elle n'a pas pu entendre les gens qui parlaient du typhus. Et pourtant, on est au courant de ça à ce moment-là. Là, tu avais repris, j'ai cru que... J'ai repris parce qu'elle fait des bêtises. Elle te coupe ton micro à distance, elle ne s'en rend pas compte.
Alors, pour aller un peu plus en profondeur, je crois que le film nous y invite dans la mesure où Stéphane est quelqu'un qui ne va pas au fond de la musique. C'est ce que il semblerait, vous le voyez dès le début, hein, il est en train de taper sur ses touches, il est en train de jouer la musique de Liszt, et puis tout à coup il s'arrête. Elle lui dit d'ailleurs, vous n'avez jamais trouvé ce que vous cherchiez. Et il sent qu'il a une conscience qu'il ne va pas aller au bout du travail. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on lui dit va à des répétitions, non, il veut sortir avec une fille. Il me semble que le film pose des questions par rapport à la figure romantique que nous connaissons. Il y a ce masochisme quand même, peut-être du personnage qui serait à interroger. Elle a un amour absolu, elle a un amour total pour cet homme qu'elle connaît par cœur. C'est fou comme elle le connaît. Et à chaque fois d'ailleurs qu'elle lui parle, il dit mais c'est extraordinaire, mais comment vous savez ça, vous êtes une sorcière, je crois qu'il lui dit à deux reprises. Et en même temps, elle a cette espèce de, vous savez, espèce de lien à la passion. On dit souvent que la passion, c'est aimer ce qui peut nous détruire. Et elle a cette espèce de masochisme qui est beaucoup plus flagrant dans la nouvelle. Dans la nouvelle, elle dit je m'abîme dans un destin qui va me détruire et j'irai jusqu'au bout. Ce qui est vraiment la figure romantique. Et quand je vous parle de romantisme, moi, il y a une œuvre à laquelle le film me fait souvent penser, c'est Au dur le vent. Ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça. Vienne 1900, ce n'est pas les Landes anglaises à la fin du 19e siècle, mais on revoit, il y a une incompatibilité entre les deux héros, qui sont liés l'un à l'autre, qui s'aiment éperdument et qui sont incapables de vivre leur amour, qui sont incapables de s'aimer, comme Heathcliff and Cathy, comme dans la chanson. Et également, à la fin, vous vous souvenez, quand Stéphane part au duel, il se retourne et il voit le fantôme. Il revoit l'image de cette jeune fille à 12 ans, comme à la fin Heathcliff revoyait, Cathy revoyait Heathcliff dans la lande en train de se promener. Et puis la musique de Liszt, évidemment, ajoute, je dirais, au caractère romantique. Je vous parlais tout à l'heure des dimensions réalistes et sociales du film. Je vous parlais par exemple de tout ce qui a trait à son travail à elle. Elle travaille chez cette Madame Spitzer. Et on voit bien, d'ailleurs, elle le dit, la première fois qu'elle commence à travailler chez elle, elle dit « Chez Madame Spitzer, on apprenait beaucoup de choses ». Et qu'est-ce qu'on voit ? On la voit en train de se pavaner en fait dans des robes avec des hommes qui lui disent « Ah, très 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 joli ». On ne sait pas très bien ce qui est très joli à ce moment-là. On voit deux types qui passent dans la rue derrière la glace et qui la regardent presque comme si c'était un objet. Comme si c'était un objet et qui semble séduit. On voit qu'elle devra subir un mariage arrangé puisque sa mère veut lui faire épouser un jeune officier et donc faire un mariage intéressé, un mariage raisonnable. Et je me suis toujours demandé si l'affection qu'on pouvait avoir pour le personnage de Lisa ne venait pas de quelque chose qui appartiendrait à ce moment-là, une question du romantisme, qui est, en fait, Lisa, elle est prisonnière de ce monde de la Vienne de 1900, et vous remarquerez que dans le film, il y a constamment des barreaux, des grilles, des chaînes. On est constamment dans des univers qui sont très coercitifs, quoi, qui l'enferme constamment, et que Lisa, elle passe son temps, vous la voyez, à faire les choses en secret. Soit elle s'en va dans les embrasures des portes, soit elle ouvre des portes, soit elle se faufile. Vous la voyez au début, il y a le bourgeois qui veut épouser sa mère à la gare. Il est là, il est en train de compter les malles. Et puis il a compté 11 malles, et puis vous la voyez un petit peu derrière, en arrière-plan, l'air de rien, qui rajoute des malles, comme ça. Et puis soudain, elle se faufile derrière. Lisa, elle a un monde caché. Elle fait tout en secret. Elle fait tout derrière les autres. Et il semblerait que dans le film, il y a quelque chose comme si Lisa s'inventait son destin. Tragique, on est tout à fait d'accord, mais c'est le sien. Elle a choisi cet amour, elle a peut-être rêvé cet amour, mais c'est sa vie. Elle n'aura pas la vie de toutes ces femmes dans cette Vienne qui sont toutes promises finalement à peu près au même destin, de devenir en fait la femme d'un homme riche et plus âgé ou d'être une cocotte. Lisa échappe toujours à ça, elle s'appartient à elle-même jusqu'au bout. C'est elle qui choisit à un moment donné d'avoir un mari, mais elle choisit aussi de revenir avec Stéphane. Elle naît, il me semble que c'est une héroïne qui est peut-être prisonnière d'une passion, peut-être quelque chose de psychiatrique là à aller voir, et peut-être c'est évident dans la nouvelle, mais elle s'appartient à elle-même, elle reste jusqu'au bout libre, il me semble, de ses choix. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose entre la dimension cachée et non cachée du film, je veux juste rajouter par exemple, je vous parlais tout à l'heure des rideaux, mais vous voyez par exemple
au début, elle se faufile dans l'appartement de Stéphane, l'air de rien. Il y a John, le domestique, muet, qui ouvre la porte, elle rentre, elle voit le décor, bon, voilà, elle est émerveillée. Et puis elle sort par la porte à l'intérieur de l'immeuble. Et elle se retrouve dans la cage d'escalier. Et c'est à ce moment-là, dans la cage d'escalier, c'est-à-dire là où ne se jouent pas les choses d'habitude, les choses se jouent dans les appartements, chez chacun respectivement, qu'elle surprend sa mère avec son amant. Et voilà, il y a toujours quelque chose, je dirais, une dimension entre côté jardin, côté cour, dans le film comme au théâtre. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que moi je suis assez d'accord avec... Enfin, j'ai trouvé qu'elle prenait un peu son destin en main, etc. Mais ce qui m'a frappée et peut-être un peu parfois agacée dans son personnage, c'est qu'elle est... Dès qu'elle se retrouve face à Stéphane, on dirait une petite fille apeurée qui dit plus rien. Alors, et j'ai trouvé que c'était étrange le fait que, comme vous dites, dans la Vienne de 1900, elle s'échappe d'un mariage arrangé, elle va travailler toute seule, elle élève un enfant seule. Donc c'était des marques d'une femme forte. Mais par contre, dès qu'elle se retrouve... Enfin, même face à son mari, elle est plutôt forte, elle dit les choses. Et puis dès qu'elle est face à Stéphane, elle dit plus rien, en fait. Enfin, elle dit yes, no. Enfin, il n'y a plus rien qui sort, je trouve, de sa bouche. Elle se met à trembler. Et du coup, je trouve qu'à la fois, elle prend son destin, mais en même temps, elle subit énormément... Enfin, moi, je trouvais qu'elle subissait vraiment les choses. Voilà. Oui, mais le film nous le montre, puisque elle le dit même dans la voix off de la lettre. Elle dit qu'au moment où elle retrouve Stéphane à l'opéra et qu'elle entend les gens en train de cancaner sur lui, qu'il a raté sa vie, etc., elle dit « Je croyais m'être construit un rempart, je croyais m'être construit une carapace, je croyais m'être construit quelque chose pour y échapper, je croyais avoir échappé à tout ça. » À partir du moment où il est là, alors oui, c'est le problème de la passion. Oui. Mais effectivement, elle n'est plus elle-même dès qu'elle est avec Stéphane. Oui, c'est vrai. Elle perd ses moyens. Ouais. Elle est amoureuse, mais un peu particulièrement. Oui, c'est très vrai. Mais elle cherche à un moment donné, encore une fois, cette femme qui cherche à se construire un destin, qui cherche à être libre, à un moment donné, elle a essayé de fabriquer quelque chose parce qu'elle se savait, liée à lui de manière morbide. Et elle cherche à le faire, mais à partir du moment où lui est de retour, c'est très étrange. Elle ne peut pas y échapper. Et c'est d'autant plus étrange que cette scène de l'opéra, plus je la vois, plus je la trouve... c'est une scène impossible au niveau de la mise en scène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne sait pas où est placé son balcon par rapport au balcon de Stéphane. Elle est à l'opéra, elle regarde, et on voit un plan de dos de Stéphane. Et à chaque fois, je me dis, mais qui regarde à ce moment-là ? Est-ce qu'on est dans le regard de Lisa, mais est-ce qu'elle peut le voir de dos comme ça ? Non, c'est pas possible. Et puis soudain, vous avez un gros plan sur lui, mais un gros plan où il a l'air accablé. Peut-être qu'il se rappelle de quelque chose, ou peut-être qu'il a trop bu, on ne sait pas, mais ce sont des plans qui ne vont pas dans la continuité narrative du film. Ce sont comme des plans mentaux. Ça veut dire qu'on se demande si à ce moment-là, Lisa n'est pas en train de imaginer son visage. Peut-être qu'elle rêve même qu'il est en train de se dire « je me rappelle de toi, je t'ai déjà vu quelque part ». Mais ce sont des plans qui ne vont pas dans la continuité narrative du film. Elle est déjà totalement sous l'emprise de lui. Et d'ailleurs, quand je parle d'emprise, il me semble que c'est à peu près ce que montre Ophuls, puisque dès qu'il revient dans la pénombre à ce moment-là, après l'opéra, qu'il se retrouve dans les coursives, là, comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'éclairage du film, c'est un vampire. Il est totalement menaçant. Vous avez vu, je veux dire, ce type qui est souvent dans l'ombre et rarement dans la lumière, il a le visage qui est totalement obscur et on voit quasiment que ses dents blanches, comme si c'était un prédateur prêt à se jeter sur elle, ou peut-être qu'il est devenu ce mannequin de cire qu'il redoutait de devenir, vous savez, dans la boutique, quand ils se promenaient tous les deux, usés par le temps et usés par les désenchantements de l'existence. Mais à ce moment-là, il est menaçant, et elle est, et évidemment, dans le cours de son existence, elle est menacée. Il y a quand même un truc qui est quand même toujours bizarre dans le film, et qui n'est pas traité du tout comme ça dans la nouvelle, c'est que elle va emmener son fils à la gare, elle va lui faire prendre le train pour pouvoir retrouver Stéphane. Donc je veux dire, indirectement, évidemment, elle est responsable de la mort de son fils, puisque elle conduit son fils, qu'elle ne devait pas conduire à la gare à ce moment-là pour partir 15 jours,
pour pouvoir ce soir-là retrouver son amant. Donc il y a un lien vraiment morbide à cet homme qui détruit son existence, hein, et en même temps la réalise. C'est toute l'ambiguïté du film, il me semble. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire du personnage de John, c'est ça, le domestique, qui est muet et qui, pour le coup, est le seul à l'avoir reconnu? Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est John qui réalise le rêve de Lisa. Parce que si on peut concevoir que le rêve de Lisa, c'est d'être un jour reconnue, de ne plus être une inconnue, d'être vue, évidemment, John la reconnaît. Et John la remarque quasiment immédiatement dans le film. Vous voyez, dès qu'il monte, je crois que c'est le deuxième plan séquence du film, où vous avez les déménageurs qui se plaignent que les musiciens déménagent toujours des pianos et pas des flûtes. Et à ce moment-là, elle le croise et il la remarque. Et évidemment, il la remarque quand elle est dans la maison et qu'elle fait tomber les partitions. John l'a vu. C'est John qui est muet, qui évidemment la voit, alors que tout ce qu'elle a voulu tout au long de son existence, c'est être vue de quelqu'un, c'est d'être que Stéphane la voit, quoi, la reconnaisse, sache qu'elle existe, quoi, qu'elle est un sujet. Alors après, moi, c'est un truc qui m'intéresse et j'espère en parler un peu dans la conférence dans un mois. Ce que je trouve très beau, c'est qu'il est muet et cela permet à Ophuls, à la fin, de faire que le nom de Lisa est écrit à la main. Et cette inscription, le caractère scriptural, quoi, de l'écriture à même l'écran, il me semble, incarne encore plus le personnage, l'inscrit totalement à même la chair, je dirais, de la pellicule. Lisa existe, elle a existé, et je suis capable de noter son nom. Et je pense que c'est encore plus fort le fait d'écrire son nom que de l'entendre, puisque nous, on l'a entendu pendant tout le film. Mais John est comme Lisa, un peu, d'une certaine façon, pour être l'ange protecteur de Stéphane. C'est aussi quelqu'un qui le protège, et quelqu'un qui le connaît parfaitement, voilà, comme elle. Je peux encore vous parler du film. Il y a quelque chose que j'aimerais faire, j'avais dit en fin de séance à Nicolas. C'est un cycle sur littérature et cinéma. Je le fais maintenant ou un peu plus tard, je ne sais pas. Bon, si vous avez encore envie de parler du film, évidemment, n'hésitez pas. J'aimerais bien connaître vos impressions. Moi, je sais que ma copine n'aime pas ce film. Voilà. Alors, comme c'est un cycle sur écrivain et cinéma, et comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai envie d'ouvrir un peu un club. Ça veut dire un espace de discussion et d'échange avec vous. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer après, pouvoir discuter. Vous me disiez si vous aimez les mélodrames ou si vous préférez les westerns. Justement, juste à ce sujet, on offre un verre après si vous souhaitez. Voilà. C'est pour ça que je vous ai apporté des livres. Je me suis dit, s'il y a des gens qui reviennent au cours de l'année, je voulais vous prêter des livres en fait. Et je vous ai apporté plein de livres différents. Alors je vais vous dire ce qu'il y a et puis. Ah, monsieur. Juste un petit mot, puisqu'on parlait de littérature et de cinéma et de mélodrame, de romantisme. Ce qui m'a frappé, c'est le décalage entre le film, qui est un vieux film, et le texte, que pour ma part j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il y a peut-être 5 ou 6 ans, pas plus, qui m'a pas semblé vieux, qui m'a pas semblé décalé. Et là j'ai eu l'impression de voir un peu un mélo. Voilà. Très très bien joué, des scènes, des éclairages absolument remarquables, toutes ces scènes souvent de nuit, etc. Mais alors le décalage par rapport pour moi, le décalage par rapport au texte lui-même, ça me donne envie de relire la nouvelle d'ailleurs. Je pense que je vais la relire après avoir vu le film pour me faire un petit peu une idée de l'un par rapport à l'autre, quoi, que j'ai eu un petit peu de mal à sentir là. Parce que ça m'a semblé un peu trop mélo par rapport à ce que j'avais vécu en lisant la nouvelle. Et c'est peut-être un peu le problème souvent des œuvres littéraires portées à l'écran et du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'en exprime le metteur en scène, qui exprime ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie d'exprimer, par rapport à ce qu'on peut ressentir soi-même quand on lit une œuvre. Oui,
Quand je faisais tout à l'heure un peu d'analyse comparée entre la nouvelle et le film, c'était, en fait, je faisais ça pour essayer de dégager un peu le système Ophuls, enfin essayer de comprendre ce que lui avait voulu faire. Comme je vous disais, il se trouve aussi que c'est un film de studio des années 40, avec une star. C'est un film qui est vraiment extrêmement... qui ne peut pas passer le code de censure, quoi. C'est-à-dire vraiment, ça a mis des années pour que ce film puisse être réalisé, réécrit de cette façon-là. Et quand vous dites le mélodrame, quand je vous dis à la fin, il y a quand même un aspect un peu moral, dans la mesure où il part au duel. Contrairement à tout ce que j'ai pu lire, on ne sait pas s'il va mourir, mais il est prêt à mourir pour elle. Effectivement, le film souffre peut-être un petit peu de ce carcan des studios, de ce carcan de la censure. Mais il me semble que si la nouvelle vous paraît avoir moins vieilli, d'une certaine façon, parce que je pense qu'elle est plus réaliste, parce qu'elle est plus crue, parce qu'il y a des descriptions assez sordides de certains épisodes. La nouvelle commence, à partir du moment où il commence la lettre, chaque moment de la lettre est scandé par « Aujourd'hui mon enfant est mort ». Aujourd'hui mon enfant est mort. Ça revient incessamment. Et je pense qu'effectivement qu'il y a une dimension sociale, peut-être féministe, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, qui est plus forte dans la nouvelle que dans le film, qui est évidemment. Par contre, il y a un aspect du texte, un aspect qui a intéressé Ophuls et qui serait peut-être plus celui de la représentation, du spectacle, de la vie en fait qui serait un théâtre, et de la rêverie, et de ce qu'on fait de son imaginaire. Est-ce que ces gens-là finalement n'ont pas préféré vivre dans l'imaginaire toute leur existence? Et il semblerait que ce soit un petit peu ça, vivre un peu dans ne pas vivre dans le réel, qui est absent de la nouvelle. C'est la petite différence. Et l'autre différence, c'est ce que je vous disais, je pense effectivement qu'il y a une dimension, je ne sais pas plus psychiatrique ou plus psychanalytique dans la nouvelle, et on sait que Zweig, Freud, voilà, il y a un échange très fort entre les deux, qui est à l'intérieur de la nouvelle, je dirais une dimension psychologique, finalement, qui n'intéresse pas tellement, qui intéresse moins Ophuls, et qui fait que ce film, effectivement... Mais moi, quand on me dit ce film a vieilli, on m'a déjà dit ça, je me dis, c'est marrant, je suis sûr qu'en 48, il m'aurait déjà paru un peu vieillot, ce film, parce qu'il est tellement... On est tellement dans une mise en scène de la rêverie, on est tellement quelque chose qui est hors du temps. Vous voyez quand même, on est tout le temps dans ces fondus enchaînés, dans ce décor qui paraît très artificiel quand même de Vienne. Tout paraît très fabriqué. Le film n'est pas dans le réalisme de la nouvelle. Simplement, il y a des ponctuations réalistes pour rappeler que ces deux-là vivent dans un monde imaginaire ou dans un monde qu'ils se sont créés mentalement. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Je pense que justement, pour appuyer ce que vous dites, effectivement, le décor est extrêmement important dans ce film. Mais je pense que c'est ce qui fait son charme aussi, c'est son côté désuet, les diligences, tous les meubles en bois finement sculptés, les robes absolument magnifiques avec ses corsets, ces longues traînes, enfin voilà, puis les chapeaux, puis les voilettes, qui participent au mystère aussi, parce qu'il y a le visage voilé, le visage qu'on dévoile, il y a plein de choses. Voilà, c'est ça le fait d'enlever le voile. Et tout à coup, il y a tous des sentiments qui apparaissent, qui sont dévoilés. Je pense que ça fait partie du charme du film, mais je pense que même si on le tournait aujourd'hui, on pourrait le tourner différemment, mais je pense qu'on le tournerait quand même. Il me semble que c'est la façon dont il est filmé qui est intéressante, justement. Et ces décors-là sont extrêmement importants. Et ça n'enlève rien à la modernité du thème. Je pense que ça passe quand même, les sentiments sont là, l'histoire est là. Cette femme a une vie extrêmement moderne, elle s'affranchit des codes de l'époque. Et si le monsieur trouve que effectivement c'est vieillot par rapport à la nouvelle, je pense que c'est effectivement en réponse à une censure éventuelle. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas montrer à l'époque. Peut-être qu'effectivement la dame disait au début en intervenant qu'elle n'avait pas été touchée à ce point-là, mais parce qu'il y a des choses qu'on ne montre pas. Tout est dans le dit, dans le non dit, ou dans ce qui est
dans ce qui est écrit, mais c'est quand même évoqué. C'est-à-dire qu'on ne montre pas la mort de l'enfant, mais on montre un lit qui est extrêmement épuré, avec des chandelles autour, il n'y a rien. Effectivement, vous disiez, plus le film avance, moins il y a de décors, et effectivement, ça, à la lueur de ce que vous avez dit, je revois le film, et effectivement, je n'avais pas remarqué, mais il y a de moins en moins de décors, et cette épuration du décor et de la lumière aussi va vers la mort, effectivement. Tout va vers la mort, et tout est dans le non-dit. On ne peut pas montrer la mort, on ne peut pas montrer plus qu'un baiser non plus, donc le côté charnel, il est juste évoqué, on peut pas le montrer, mais on l'imagine, on le sent, il est palpable dans la façon dont ces deux amants dansent jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun musicien. Et oui, deux musiciennes aussi. Ils ne s'en sont même pas aperçus d'ailleurs, parce que tout tourne autour d'eux. Il y a comme la musique est aussi importante. On voit ça tourne un peu autour d'eux. Il y a comme une valse perpétuelle. Et voilà, il y a des mouvements de caméra effectivement qui sont à peine perceptibles. Et puis il y a aussi le thème du voyage avec ce train. Il y a beaucoup de choses importantes qui se passent sur le quai de la gare, avec le train qui part, les séparations, voilà. Je pense que tout ça, ça a un charme. Oui, c'est daté, mais voilà, c'est un petit bijou finalement, comme le décor. Merci. C'est intéressant. Enfin, c'est d'autant plus intéressant que, vous savez, Ophuls, c'est un cinéaste qui est né dans la Sarre. Donc, c'est quelqu'un qui est né quasiment à la frontière française, qui était à moitié allemand, qui s'est naturalisé ensuite français. Et c'est quelqu'un qu'on a toujours associé à Vienne, parce qu'il a tourné, c'est presque ses plus beaux films, la plupart de ses grands films les plus célèbres se déroulent à Vienne. Liebelei, en 1932, qui est un film qui ressemble par ses thèmes énormément à celui-ci, Sans lendemain avec Edwige Feuer, celui-ci, et La Ronde d'après Schnitzer. Et on a toujours associé Ophuls à Vienne. Et pourtant, Ophuls, n'est pas viennois. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il n'a passé que 6 mois de sa vie à Vienne. C'était entre la fin 1925 et le début 1926, où il était metteur en scène au Burgtheater de Vienne, le jeune prodige de la comédie viennoise. Enfin, vraiment, à ce moment-là, c'était un peu le Xavier Dolan de son époque. Et je dis ça parce que vraiment, on a parlé beaucoup de jeunes prodiges à propos d'Ophuls. Et Ophuls n'aimait pas Vienne. Quand on lui demandait vous avez aimé aller là-bas, il répondait non, c'est une ville moribonde et tournée vers le passé. Et il y a quelque chose, moi ça m'intéresse ce que vous dites, parce qu'il y a cette recréation de Vienne, et on sait qu'il y a eu un énorme travail sur le décor qui a été effectué pendant les préparations du film, mais il recrée une Vienne fantasmatique, il recrée une Vienne hors du temps, je veux dire, elle est... ce qu'on disait tout à l'heure sur le thème de la rêverie, quoi. Le décor du film, ça sent toujours l'artifice, quoi, ce qu'on voit. Il ne nous le dissimule jamais les choses. Et d'autant, et vous parlez de cette scène du train, je veux dire, il ne peut pas s'empêcher, on voit évidemment que c'est un train avec des voyages imaginaires, et puis il ne peut pas s'empêcher à 2 reprises quand même de nous montrer un peu la mise en scène, comment ça se passe ce truc-là, quoi. Et cette Vienne, pour moi, elle est totalement fantasmée par Lisa. C'est un espace mental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelques lieux un peu labyrinthiques, on ne sait pas très bien comment ils se faufilent, mais il n'y a pas le mouvement citadin, quoi. On est vraiment dans des espaces comme ça, un peu hors du temps, comme sous cloche. D'ailleurs, ce film hivernal est un peu sous cloche. Et il y a vraiment, je pense que cette dimension finalement théâtrale, de la représentation de la ville participe évidemment du charme du film et au fond de cette mise en scène. Le film sera théâtral et la caméra viendra apporter le mouvement de la vie à l'intérieur de tout ça, quoi. Et apporter le mouvement des âmes, évidemment, puisque c'est quand même, s'il y a un réalisme dans le film, c'est le cheminement de cette âme qu'on suit de très près. Je suis d'accord avec vous. Et tous les films d'Ophuls, et en particulier les films qu'il fera en France, quand il reviendra en France 2 ans plus tard, si vous voyez La Ronde, Madame 2, Le Plaisir, sont des films éminemment artificiels, je dirais. Je veux dire, ce sont des décors, vous n'avez jamais vu ça. Vous êtes sur un manège. C'est vraiment un carrousel. Ce sont des films qui ressemblent à des carrousels. Oui, je souhaitais prêter des livres, en fait, parce que comme ça, je me dis que ça pourra
En fait, il y a des gens il y a des cinéastes. Alors d'abord, je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. Alors, vous le prenez pas. C'est simplement, c'est Laterna Magica. C'est l'autobiographie de Bergman. Et c'est le plus beau livre qu'un cinéaste ait écrit sur le cinéma. Enfin, sur le cinéma, non, sur la vie. Ce n'est pas uniquement son rapport au cinéma, c'est son rapport à la vie. Vous savez que Bergman a même été en Allemagne pendant la montée des fascismes. Il était parmi les... Il y avait ses parents qui se levaient quand Hitler faisait des discours. Il a subi ça, il a connu cette espèce d'euphorie de la foule. Et il raconte sa vie dans un livre. Donc tout à l'heure, si quelqu'un le veut, je le prête. Et pour voir comment un cinéaste peut être aussi un très grand écrivain. Voilà, donc c'est Laterna Magica. J'apporte un truc. Alors c'est un objet très très curieux, c'est pour les amateurs de poésie. C'est un livre qui a été écrit par Patrice Bloin, professeur, critique, historien de cinéma. Patrice Bloin est aussi poète. Et il a fait un truc extrêmement étrange. Alors c'est un truc qu'il faut lire à haute voix à ses enfants. Il décrit les effets spéciaux numériques sous la forme de poèmes. Et c'est un texte extrêmement curieux et qui nous permet d'appréhender ce qu'aujourd'hui, l'effet spécial numérique, on est très très loin d'Ophuls, permet au corps de faire, c'est-à-dire de rentrer dans les éléments, de ne plus avoir aucune limite physique, aucune limite avec le réel. Et je crois que tu l'as lu, Nicolas ? Non, j'ai quelques passages. Voilà. Et c'est très très étonnant, et vous verrez un historien qui écrit bien. Et puis alors... Il est presque meilleur poète que critique. Je ne rentrerai pas là-dedans. Et alors, ça c'est un de mes livres préférés. Je veux dire, comme je pourrais vous dire, comme on parlerait de Dostoïevski ou de Giono, quoi. C'est un chef-d'œuvre. Ça s'appelle comme une autobiographie. C'est comme le Bergman tout à l'heure. C'est l'autobiographie de Akira Kurosawa. C'est un livre qui s'arrête très tôt dans la vie de Kurosawa. Ça s'arrête dans les années 50, je crois, au moment où il va réaliser Vivre. On est vraiment au début des années 50. Et Kurosawa raconte son enfance et la guerre. Et si Kurosawa est le plus grand cinéaste du monde, c'est aussi... Non, j'exagère, mais pardon, j'avais envie de le dire. C'est aussi un écrivain extraordinaire. Il raconte quelque chose qui est pour moi fou dans ce livre, qui est son sacerdoce de cinéaste. Il raconte que quand il était enfant, il a subi un grand tremblement de terre à Tokyo, au début des années 20, et il était avec son frère, et il y avait devant lui des champs de cadavres amoncelés. Et Kurosawa était tout petit, il avait 9-10 ans, je ne sais pas, et il ne voulait pas regarder. Et son frère lui dit « Non, regarde, parce que si tu regardes les choses en face, maintenant tu n'auras plus peur. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé d'être cinéaste. Et c'est exactement le credo de Spielberg, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai ces 3 livres-là, et n'hésitez pas à me les demander, je vous assure, c'est des livres merveilleux, et comme quoi il y a aussi des cinéastes qui sont de très grands écrivains. Levez le doigt si vous voulez. Ça sera peut-être plus simple devant un verre de coca ou de vin, après quelques verres de vin. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu voulais tout à l'heure nous lire 2 pages ? T'as appris le livre. Oui, bien sûr. Ou une page ? J'ai souligné tellement de passages que je suis un cochon avec les livres. Oui, il y a quelque chose... Pardon. Il y en a plein en fait, mais... Il y a une phrase qui... Tu vois, j'en ai souligné. Ah voilà. Par exemple, par rapport... Alors ça c'est juste une phrase que je veux vous lire. Je me précipitais dans mon destin comme dans un abîme. Alors voilà, ce grand moment de la nouvelle pour moi, c'est quelque chose qui pose vraiment le personnage, peut-être plus fondamentalement que dans le film. Je vous parlais de cette conscience presque masochiste. Il y a quelque chose qui m'apparaît dans le livre, qui ne m'apparaît pas dans le film, c'est que j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelque chose comme de l'érotomanie chez le personnage de cette femme sans nom. Ça veut dire, vous voyez vraiment cette femme qui, simplement parce qu'elle a été regardée, a cristallisé tout son amour à un moment sur quelqu'un, sans pouvoir jamais s'en défaire, comme
comme certaines érotomanes. Enfin, comme certains cas d'érotomanie. Oui, alors attendez. En fait, ce que je voulais vous lire, c'était un passage... pardon. Il n'y avait là, je te le jure, aucune pensée sensuelle. J'étais encore ignorante précisément parce que je ne pensais à rien d'autre qu'à toi. Je voulais simplement te voir encore une fois, me cramponner à toi. Toute la nuit, toute cette longue et effroyable nuit, mon bien-aimé, je t'ai attendu. À peine ma mère fut-elle au lit et fut-elle endormie que je me glissais dans le vestibule pour t'entendre rentrer. Toute la nuit j'ai attendu et c'était une nuit glacée de janvier. J'étais fatigué, mes membres me faisaient mal, il n'y avait plus de siège pour m'asseoir, alors je m'étendis sur le parquet froid où passait le courant d'air de la porte. Je restais ainsi étendu, glacé, le corps meurtri, n'ayant sur moi que mon mince vêtement, car je n'avais pas pris de couverture, je ne voulais pas avoir trop chaud, par crainte de m'endormir et de ne pas entendre ton pas. Et je vais ensuite aller au plus dur. Ah, ça c'est fou. Je ne voulais pas vivre heureuse et contente loin de toi, et je me plongeais dans un sombre univers fait de solitude et de tourments que je m'imposais moi-même. C'est quand même particulier. Et c'est parce que j'ai évoqué ainsi d'innombrables fois chacune des secondes de mon passé dans toute mon enfance, que toute mon enfance est restée si brûlante dans ma mémoire, qu'aujourd'hui encore chaque minute de ces années-là revient en moi avec autant de chaleur et d'émotion que si c'était hier qu'elle lui fait tressaillir mon sang. Ma passion pour toi resta la même, seulement elle se transformait avec mon corps. À mesure que mes sens s'éveillaient, elle devenait plus ardente, plus physique, plus féminine. Mais pourquoi te raconter cela, ce fanatisme furieux, se déchaînant contre moi-même, ce fanatisme si tragiquement désespéré d'une enfant abandonnée. Vous voyez, on en apprend beaucoup sur Lisa. Et ça c'est terrible. Et ce que j'aurais bien voulu vous dire, c'est... Ah voilà, je vous disais la dimension sociale du film. Tout ce que la pauvreté doit subir d'humiliation, d'outrages moraux et physiques, je l'ai souffert dans cette promiscuité avec des prostituées et des malades qui faisaient de la communauté de notre sort une commune infamie. Sous le cynisme de ces jeunes médecins qui, avec un sourire d'ironie, relevaient le drap de lit et palpaient le corps de la femme sans défense sous un faux prétexte de soucis scientifiques. En présence de la cupidité des infirmières. Oh là-bas, la pudeur humaine ne rencontre que des regards qui la crucifient et des paroles qui la flagellent. Votre nom, sur une pancarte, c'est tout ce qui reste de vous, car ce qui gît dans le lit n'est qu'un paquet de chair pantelante que tâtent les curieux et qui n'est plus qu'un objet d'exhibition et d'étude. Oh, elles ne savent pas, les femmes qui donnent des enfants à leurs maris aux petits soins, dans leur propre maison, ce que c'est que de mettre au monde un enfant lorsqu'on se trouve seul, sans protection et comme sur une table d'expérimentation médicale. Aujourd'hui encore, quand je rencontre dans un livre le mot « enfer », je pense immédiatement, malgré moi, à cette salle bondée dans laquelle, parmi les mauvaises odeurs, les gémissements, les rires et les cris sanglants de femmes entassées, j'ai tant souffert à cet abattoir de la pudeur. Voilà, je crois que on peut rigoler un coup. Désolé. Pour cerner peut-être la différence de ton qu'il peut y avoir entre... Non, mais ce que je voulais souligner, c'est que le décalage, le film est très beau, mais un décalage complet pour moi par rapport au texte. Et on le voit bien dans les extraits que vous lisez actuellement. Ça n'enlève pas la valeur du film, mais moi je considère que c'est autre chose. C'est exactement ce que j'ai voulu expliquer. C'est pas vieillot que je voulais dire, c'était pas désuet, c'était, je vais être encore un peu plus violent peut-être, c'est un peu à l'eau de rose par rapport au texte de la nouvelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui n'empêche pas que le film, dans ce qu'il est, dans la façon dont il est fait, tourné, est très beau. Ah oui, mais... Et c'est autre chose. Ce que je voulais dire, pour moi, c'est autre chose. Voilà. Ça n'empêche pas que ce que vous avez dit sur le film, je suis d'accord et c'est... Mais je suis... c'est évident. Vraiment, je suis d'accord sur la différence. Il y a une différence totalement d'approche. Mais quelque chose pour les prochaines fois du Ciné-Club. Je vais présenter des films, c'est vrai que j'aime tendrement.
Si vous les aimez pas, n'hésitez pas à me le dire. J'adore qu'on me contredise. Bon, à part sur un film à la fin de l'année, sur lequel ça n'ira pas du tout, si vous en dites du mal. Mais à part ça, oui, bien sûr, c'est très différent. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait que je contextualise. On n'est pas du tout au même moment, dans le même pays, et avec le même outil, quoi, le même médium. Ça y est, d'autant qu'il fait, à mon avis, je crois qu'Ophuls réalise 2-3 miracles dans le film de cinéma. Et il y a ce fondu enchaîné qui est complètement fou. Ça veut dire qu'elle est sur le quai de la gare, elle le voit partir, elle a le visage en larmes, et là vous avez un long fondu enchaîné sur la sœur qui arrive dans ce couvent, dans cette clinique, je sais pas, et qui est un plan quasiment de film d'horreur. Enfin, c'est sépulcral, quoi. Ça veut dire qu'il inscrit, il inscrit presque la naissance de l'enfant dans la mort à ce moment-là, la mort de cet amour, enfin la mort de quelque chose. Il y a quelque chose de funèbre dans la mort de l'enfant, inscrit simplement par ce fondu enchaîné. Et ça me fait penser, je suis trop content d'avoir un ciné-club, parce que pour une fois on peut aller au bout des trucs, un peu, c'est que, en fait, si j'aime ce film, c'est pour une raison très simple. Souvent on aime un film pour un détail. Vous savez, il y a une chose qui vous fait aimer un film, et moi il y a eu un détail qui m'a plu, et je ne sais pas si vous l'avez bien remarqué. À la fin du film, Stéphane revoit donc, dans une volute de fumée, tous ces instants passés avec Lisa dont il ne se souvenait pas. Et par un fondu enchaîné, on revient sur le visage de Stéphane alors qu'on était sur le visage de Lisa à ce moment-là. Donc il effectue, fondu enchaîné, mais presque un morphing du visage d'elle à lui. C'est le seul moment du film, d'une certaine façon, même si c'est très imperceptible, enfin c'est très rapide, où ils se sont retrouvés. Ils sont à ce moment-là, pour la première fois, en adéquation, je dirais, temporelle, l'un et l'autre. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément au cinéma, et que j'essaye de repérer. C'est ce moment-là où la vie vous déçoit, mais où le cinéma peut réaliser un miracle qui n'existe pas ailleurs qu'au cinéma. Et il y a un film cette année qui a réalisé ça, vous l'avez peut-être vu, et qui me fait beaucoup penser à Ophuls, c'est Café Society, le dernier Woody Allen. Il y a un fondu comme ça, enchaîné à la fin du film, deux personnages d'ailleurs séparés géographiquement, et je pense aussi que c'est aussi un film sur Ophuls qui regarde un peu l'Europe et ce monde-là qu'il a dû abandonner. Et les personnages à la fin sont reliés simplement par un fondu enchaîné. Alors Woody Allen a la main un peu plus lourde, il y va, le fondu enchaîné traîne pendant 5-7 secondes, là il le fait très rapidement. Mais j'adore ces petits moments moi, de cinoche où je ne sais pas si le cinoche vaut mieux que la vie ou la vie vaut mieux que le cinoche, je serais incapable de répondre à ces questions de cinéphile, mais ce moment où le cinéma peut réaliser simplement, sans parole, quoi, simplement par un effet de montage, par un raccord, un miracle que la vie n'a pas pu réaliser. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, moi je suis bouleversé par le film. Ophuls l'a fait, quoi. Il les a réconciliés pour une seconde d'éternité. Voilà, on va clore là-dessus. Tu as juste 10 secondes pour nous mettre l'eau à la bouche. Tu as parlé du deuxième rendez-vous dans un mois qui est une conférence. En réalité, c'est une conférence d'extraits, ce qui n'a rien à voir. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir des images, voire beaucoup d'images. Donc, est-ce que tu peux nous lister juste film et réalisateur, histoire de nous mettre l'eau à la bouche ? Je ne sais pas encore exactement ce que je vais choisir. Globalement, comme ça il y aura des déçus. Je pense que je vais vous parler du rapport de Malraux au cinéma, du rapport de Jean Giono au cinéma. On a 2 heures, ouais. Peut-être un peu Julien Green. Et pour les choses plus récentes, je vais vous parler du rapport au cinéma de Houellebecq, d'Emmanuel Carrère, et peut-être un peu de Bégodeau ou de Vuillard, ou un peu des deux. Donc en fait, des écrivains d'hier, des écrivains d'aujourd'hui, et des écrivains, on ne le sait pas, qui ont tourné des films, participé à des films, enfin qui ont eu, à un moment donné, la faiblesse d'aller regarder ailleurs, de faire un pas de côté avec le cinéma. Et moi je vais pas être là, j'ai pas une grande thèse à raconter là-dessus, je vais simplement vous raconter un petit peu leur expérience, comment ça s'est passé, et peut-être essayer d'en dégager, peut-être pas des lois, mais
Il y a des traits communs, étrangement, dans leur aventure de cinéma. Et dans le cas de Malraux, par exemple, Malraux a réalisé un chef-d'œuvre absolu. Alors, allez-y, il existe sur YouTube. C'est L'Espoir. Donc il a réalisé une adaptation de L'Espoir, en plein pendant la guerre d'Espagne. Et il y avait les troupes fascistes qui arrivaient sur le truc de tournage, et l'histoire de la copie du film, vous imaginez pas, c'est déjà un film en soi. Et dans le cas des écrivains plus récents, intéressant dans le cas de Carrère, très discuté dans le cas de Houellebecq. Moi, j'ai eu une critique de mon livre dans le Figaro, et on m'a dit que j'avais une indulgence coupable pour Houellebecq. Voilà. Mais film aussi intéressant parce que vrai film d'écrivain. Voilà, donc venez, il y aura plein d'extraits, ça sera, j'espère, voilà. Voilà. Voilà, on se retrouve en bas, un goûter vous attend, un goûter à vin charcuterie.